Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le ministère du Budget veut attribuer 15 000 numéros d'identification fiscale avant la deadline du 31 mars 2019. Des mesures draconiennes sont annoncées contre les opérateurs économiques retardataires. Un nouveau programme de formation et d'accompagnement pour 200 étudiants. Le projet est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Un partenariat est scellé avec l'Université française de Lille. À suivre aussi un comité de soutien au Sili national à 3 mois de la CAN d'Égypte. Le bureau est mis en place. Il va d'abord sillonner les différents départements ministériels. Première étape ce matin, le ministère des Sports. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, l'inauguration hier du tribunal du commerce de Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La mise en place de ce tribunal vise à assurer une sécurité juridique en vue de faciliter l'activité des entreprises. Ibrahima Keita. Je disais donc que c'était l'inauguration officielle du tribunal du commerce. On reviendra tout à l'heure sur cet élément. En attendant le retour du son, la remise officielle des camions poubelles offerts cette fois-ci par des partenaires turcs aux autorités guinéennes. L'événement était présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le rêve, il caresse le rêve de voir une ville propre débarrassée de toutes les ordures. Sanassi Keita. Les camions poubelles pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères dans la capitale Conakry. Ce jeudi 21 mars 2019, l'heure est à la remise officielle de ces équipements aux autorités guinéennes par la société Al Bayrak. Une manière pour cette grande société turque de jouer sa partition dans la gestion des déchets à Conakry. Nous prenons la parole pour exprimer à quel point c'est un honneur pour nous de participer à cette cérémonie de remise. Dieu merci, Inch'Allah. C'est le premier pas pour Conakry propre, de remise de camions. La Guinée est la preuve que la nature est une chose magnifique. Par sa nature, c'est un pays accueillant et chaleureux, aussi beau que leurs habitants. Et de quoi être fiers. Et nous sommes honorés de pouvoir participer justement à ce travail par le biais de ces camions. Et nous allons rendre pour Conakry propre. C'est une promesse et également le nombre de camions que vous voyez là, ce n'est qu'un début. Ce chiffre va tripler avec des moyens techniques le plus poussés au monde. Tous les différents types d'équipements de collecte et de ramassage des ordures ménagères sont exposés ici, à l'image de ces camions calabraises. Bennes et nettoyeurs. À cela s'ajoutent bien évidemment plusieurs bacs à déchets. L'objectif est de lutter contre l'insalubrité à Conakry. Une volonté affichée sans cesse par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Du matériel que la société Al Bayrak a bien voulu mettre à la disposition de la Guinée pour l'assainissement de la ville, il y a des camions bennes, des camions qui balayent, etc., plus les bacs où on doit mettre les poubelles. Ça, c'était pour l'aider la Guinée. Maintenant, nous avons fait le dépouillement des différentes offres et maintenant nous allons notifier à ceux qui ont gagné. Pour le moment, nous avons fini la notification en ce qui concerne le ramassage. Il reste maintenant le deuxième appel d'offres qui concerne l'enfouissement.
Et après très peu de temps, dès qu'on va commencer les ramassages, on va analyser les différents types de déchets afin de tout de suite de passer à un autre appel d'offres pour la transformation des déchets en énergie et en pavé pour les routes. Dans cette dynamique de gestion des déchets à Conakry, des mesures rigoureuses seront prises. Il s'agit d'assainir la ville, qu'il n'y ait plus de saleté, parce qu'aujourd'hui il y a de saleté partout, mais nous allons être très clairs. Quand on va mettre des bacs, on n'acceptera plus que les gens jettent les déchets. Tout le monde doit mettre dans les bacs. Quiconque mettra les déchets sera pénalisé et on lui présente une sanction. Parce que si on met des bacs, c'est pour que tous les déchets soient mis dans les bacs. Parce qu'en ce moment, les camions viennent y prennent. Et on va mettre des bacs dans tous les quartiers. Personne ne sera autorisé maintenant à mettre des saletés dans la rue ou bien dans les caniveaux. Et on sera extrêmement sévère. Quiconque mettra dans les caniveaux autres, on mettra une amende lourde sur lui. Avec ces camions bennes, calabraises et nettoyeurs, l'espoir semble renaître pour débarrasser complètement Conakry de ses ordures ménagères, afin que la capitale puisse reconquérir son image d'antan de perle de l'Afrique occidentale. Coup d'envoi de l'atelier de planification stratégique de la Cour des comptes. La rencontre réunit une quarantaine de cadres. L'objectif est de permettre à l'institution de jouer efficacement son rôle en matière de bonne gouvernance. Aboubacar Diaby. La Cour des comptes déterminée à jouer sa mission de contrôle. Pour y parvenir, elle entend élaborer un plan stratégique en harmonie avec les réalités du pays. D'où cet atelier de planification stratégique. En vue de soutenir une plan technique et méthodologique, la Cour des comptes de Guinée qui entame un processus de planification stratégique. C'est un processus qui doit être effectué selon les normes des institutions supérieures de contrôle. Durant 3 jours, les participants vont axer leurs réflexions sur les sujets liés, entre autres, à la mission, la vision et les valeurs de la Cour des comptes de Guinée, ainsi que les concepts de gestion et de planification stratégique. Nous avons obtenu justement le soutien de la communauté internationale, le soutien de l'initiative pour le développement de l'Intosai, le soutien du CREFIAF pour nous assister à élaborer un plan stratégique. Mais avant d'élaborer ce plan stratégique, il fallait faire une évaluation des besoins, connaître quelle est la situation actuelle de la Cour des comptes et quels sont les besoins auxquels nous allons faire face dans le futur. Le document élaboré devra être en conformité avec les standards internationaux. L'atelier bénéficie de l'appui du programme accéléré par les pairs. Le NIFP, numéro d'identification fiscale permanent, les opérateurs économiques ont une nouvelle deadline pour se régulariser. Le ministère du Budget donne jusqu'au 31 mars aux retardataires pour se mettre à jour. L'idée est de parvenir à 15 000 numéros attribués. Maurice Sidibé. Lancé le 21 janvier dernier, 3 889 numéros d'immatriculation fiscale permanent NIFP sont attribués aux sociétés et entreprises privées par le bureau de la plateforme. Le gouvernement ambitionne d'atteindre la barre de 15 000 NIF permanents attribués d'ici la fin de l'année 2019. Pour y parvenir, les ministres du pôle économique sensibilisent les banquiers et opérateurs économiques retardataires à régulariser leur situation avant la fin des 10 jours supplémentaires accordés. Chaque opérateur économique doit régulariser sa situation fiscale dans un délai de 10 jours à compter d'aujourd'hui. Déjà on a accordé 3 mois avant et maintenant le délai a été prolongé pour le 31 mars. Passé ce délai, aucun opérateur économique ne peut ni exporter ni importer. Aucun opérateur économique ne peut accéder au marché public, à plus forte raison accéder au paiement de l'État. À partir du 1er avril prochain, la mesure relative au contrat d'assurance des sociétés d'importation des marchandises rentre en vigueur. Elle permet de couvrir les opérateurs économiques en cas de sinistre dans le transport des marchandises en mer ou par d'autres moyens de transport. Il est évident que chaque contrat est assorti de taxes et qui doit être versé à l'État. Le fait que ces marchandises-là soient assurées à l'extérieur, ces taxes échappent à l'État. Donc ça ne permet pas à l'État d'avoir de l'épargne pour pouvoir
investir dans des infrastructures. C'est la raison pour laquelle nous trouvons que, effectivement, l'application de ce décret pourra permettre aux différentes compagnies d'assurance de bénéficier de chiffres d'affaires importants, de participer à la couverture des risques et également de participer au développement de la Guinée en payant des taxes à l'État. Depuis son lancement il y a environ 3 mois, le NIF permanent a permis à l'État de mobiliser 631 milliards de francs guinéens. Une plateforme qui facilite la mobilisation et la sécurisation des recettes publiques de l'État. Mine, une nouvelle société s'installe à Fria. Le projet Kimbo Mining va exploiter un domaine de 850 km² de bauxite. Il est porté par un ancien footballeur, Seydouba Bangora, qui travaille avec des partenaires chinois. Mohamed Sankon. Le développement de la préfecture de Fria et environ va connaître un bond considérable. Une nouvelle société minière s'installe dans la préfecture. Kimbo Mining a des ambitions de construire une usine de grande capacité, un port en eau profonde à Guéméry dans la sous-préfecture de Tamita, à Bofa, et créer plusieurs centaines d'emplois. Il est porté par Seydouba Bangora, ancien sociétaire du célèbre AFIA et du Sili national de Guinée. On a bénéficié, grâce à monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a eu confiance à moi pour m'octroyer une concession de 847 km² répartie entre 4 préfectures. La préfecture de Fria, une bonne partie, Télémélé, Kinia et Dobrekan. Tous les documents juridiques et ceux liés à l'étude d'impact environnemental sont élaborés et validés par le Parlement et les autorités compétentes. Une véritable satisfaction pour les partenaires chinois. Je trouve que la bauxite Kimbo en Guinée, c'est le meilleur du monde, la réserve la plus importante du monde. Et pour un moment, c'est le meilleur choix pour la raffinerie chinoise. Comme ça, il peut beaucoup diminuer leur prix de fabrication d'aluminium. Notre rôle particulièrement dans cette structure, c'est nous sommes des miniers en particulier, donc c'est voir un peu comment on peut travailler dans le secteur mine de la société et voir l'agencement qui va se faire par rapport au port. Les travaux de construction du port de Guéméry seront lancés demain vendredi à Bofa. Cette infrastructure permettra de transporter plus de 2 millions de tonnes par an. Les premiers tonnages de la bauxite de la société Kimbo Mining sont attendus sur le marché international en juillet-août 2020. Beaucoup de projets miniers et agricoles dans le pays, tous sont importants mais doivent tenir compte de leur impact environnemental et social. C'est du moins ce que pensent certains acteurs de la société civile. Ils plaident pour l'indemnisation ou la relocalisation des personnes déplacées. Mabintila Issouma. Ce sont des progrès sous la gouvernance d'Alpha Condé. Des projets de développement dans les secteurs miniers, hydroélectriques et agricoles se concrétisent sur l'ensemble du territoire. La réalisation de ces projets a favorisé dans certaines préfectures le déplacement des communautés. Aujourd'hui relogées, ces populations plaident pour un meilleur cadre de vie. 111 maisons ont été détruites à Kamsar. La société nous a relogés au village. Nous voulons que l'entreprise entretienne ces maisons. Pour répondre au cri de cœur de ces communautés, ce collectif de la société civile propose son assistance. Le document n'a pas prévu de mesures anticorruption par exemple. Le document n'a pas prévu la protection des droits fonciers en aval puisque les communautés vont être déplacées. Donc comment protéger leurs droits fonciers pour éviter les conflits entre les communautés, pour éviter aussi les conflits entre les promoteurs et les communautés. Après cette rencontre, ces acteurs comptent faire des plaidoyers auprès des institutions républicaines, des élus locaux et du gouvernement. Ils se disent prêts à se mettre à la disposition de l'État en vue du respect des normes environnementales et foncières.
Les droits de l'homme enseignés aux militants politiques, l'idée est du Haut Commissariat aux droits humains. Il s'agit d'inviter des jeunes et femmes à privilégier le dialogue et l'acceptation dans la différence, surtout en période d'instabilité. Abdoulaye Diallo. Au cours de ces dernières années, le constat prouve que la couche juvénile est très souvent à l'épicentre des mouvements de contestation, parfois violents dans diverses localités du pays. Pour réduire ce phénomène, ces jeunes représentants des structures sociopolitiques et professionnelles de la basse et moyenne Guinée réfléchissent sur l'amélioration des programmes d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme avec leur participation effective. Il s'agit dans un premier temps de sensibiliser les jeunes sur leur rôle dans la promotion et la protection des droits humains, principe fondamental de la démocratie. Nous pensons qu'une jeunesse bien formée, une jeunesse qui se porte bien, une jeunesse qui n'est pas instrumentalisée par les acteurs politiques uniquement pour être génératrice de violence, mais une jeunesse qui a de l'anticipation sur son emploi, une jeunesse qui n'est pas exposée aux violences basées sur le genre. Je parle particulièrement de filles. Cette activité ciblant la jeunesse consiste également à proposer des éléments de réponse aux nombreuses difficultés rencontrées dans l'espace civique, mais aussi à disposer de cadres et d'options favorables pour leur autonomie et développement en Guinée. Nous sommes conscients qu'il est important que la jeunesse guinéenne soit au cœur de la promotion des droits de l'homme. Il ne peut pas avoir de développement durable, de paix, de stabilité, sans le respect de ces droits humains qui sont inaliénables et universels. C'est justement une priorité du chef de l'État, faire en sorte que la Guinée excelle aussi par la qualité justement de sa gouvernance, par la qualité du fonctionnement de son État. Dans leur plan d'action 2018-2021, les Nations Unies, à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme en Guinée, ont inscrit la promotion et la participation citoyenne à la vie publique en donnant la priorité aux femmes, aux jeunes et aux groupes en situation de vulnérabilité. Ne laissez personne de côté, c'est sous ce thème que le monde célèbre cette année la journée de l'eau, une occasion pour le ministre guinéen de l'hydraulique de faire une déclaration pour porter le message du gouvernement. Extrait. La célébration de la journée mondiale de l'eau est un événement majeur pour notre département, car elle permet de jeter un regard critique sur un dossier tout à fait considérable, en faire l'état des lieux et de mesurer les grands défis qui touchent toutes les populations guinéennes en matière d'eau potable. La République de Guinée, à travers sa loi portant sur le code de l'eau, reconnaît à toute personne le droit d'accès inaliénable à l'eau et le droit de les utiliser à des fins domestiques. Toutefois, l'utilisateur est tenu d'exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique a prévu, en collaboration avec ses partenaires, notamment le PNUD, de réaliser 3 forages au cours de cette journée dans les écoles et dispensaires de certains quartiers totalement en manque d'eau. L'inauguration hier du tribunal du commerce de Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La mise en place de ce tribunal vise à assurer une sécurité juridique en vue de faciliter l'activité des entreprises. Ibrahima Keita. Exécutif directeur général de la société financière. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé hier mercredi à l'inauguration du tout nouveau siège du tribunal de commerce de Conakry, non loin de la cour d'appel. Cette initiative du gouvernement, à travers le ministère d'État à la justice, garde des Sceaux, avec l'appui de la Société financière internationale, se situe dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Guinée. La mise en place du tribunal de commerce de Conakry vise à
assurer une sécurité juridique et judiciaire en vue de faciliter l'activité des entreprises. Aussi et surtout, améliorer la fourniture de ce service public aux investisseurs en vue de les rassurer quant à la transparence et l'équité dont ils bénéficieront dans la conduite de leurs affaires en Guinée. Le président du tribunal de commerce a également pour objectif de stimuler la croissance des investisseurs locaux et étrangers. La présente réforme judiciaire, voulue par les plus hautes autorités de notre pays, a pour objectif de garantir la sécurité judiciaire aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux, à travers une justice spécialisée dans le traitement des litiges commerciaux, une justice professionnelle, compétente, rapide et crédible pour restaurer la confiance des femmes et des hommes d'affaires et pour favoriser le développement et la pérennisation des entreprises qui sont source de richesse et pourvoyeuses d'emplois. Cette action contribue sans nul doute à l'amélioration du climat des affaires et des investissements, ainsi qu'à la bonification des points de l'État guinéen dans le classement Doing Business, facilitation des affaires, qu'effectue chaque année le groupe de la Banque mondiale. Le président directeur général de la Société financière internationale dira pour sa part que la mise en place de cette juridiction est un pas important dans le partenariat entre la Guinée et la Société financière internationale qui est une filiale de la Banque mondiale et qui se donne comme objectif, entre autres, le financement du secteur privé. Oui, on finance le secteur privé, en général sans garantie de l'État, mais on veut être plus que ça. On veut être un partenaire comme on l'a été ici, comme hier quand on a visité la bourse de la sous-traitance qui permet de multiplier l'impact des investissements miniers pour structurer le secteur des PME en Guinée. Ça, c'est un input qui n'a rien à voir avec le financement. Mais c'est très important, c'est en amont et on est sûr que grâce à ces investissements dans l'amélioration du cadre des affaires, ça nous permettra d'avoir des investissements à financer en aval. C'est notre pari, on a un bon partenaire et on veut aller de l'avant et faire plus et plus vite. Ce tribunal, qualifié d'indépendant et spécialisé, doit permettre de rendre une justice plus rapide et a priori acceptable. Selon le ministre de la Justice, le contentieux commercial est de plus en plus technique et complexe et cela exige une compétence accrue. À cet égard, il est-il besoin de rappeler que la loi d'orientation judiciaire de 2015 prévoit les tribunaux de première instance pour connaître en premier ressort de tous les types de contentieux, y compris le contentieux commercial, et ce, avec des formations exclusivement composées de magistrats professionnels. Cependant, aujourd'hui, les décisions rendues par ces juridictions en matière commerciale s'entendent souvent au-delà des intérêts des parties au procès et peuvent avoir des conséquences non négligeables sur des tiers, notamment salariés, consommateurs et épargnants. Dans le contexte international actuel, qui est de plus en plus complexe, le concept d'une justice rendue exclusivement par des magistrats professionnels ne rend plus compte de la réalité du monde des affaires. Dans notre pays, cela est encore plus vrai en ce qui concerne la zone spéciale de Conakry, où l'activité économique se développe à un rythme relativement accéléré par rapport au reste du pays. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, de son côté, a précisé que la justice est un problème en Guinée, quoique son indépendance soit prévue par la Constitution. Mais, d'après le chef de l'État, cette indépendance face à l'argent n'obéit pas aux dispositions prévues dans la Constitution. Il est extrêmement important aujourd'hui qu'on inaugure le tribunal de commerce. Parce que quand nous avons commencé à travailler avec la CFI pour le financement, je dis, mais comment voulez-vous qu'on vous accompagne, vous n'avez pas de tribunal de commerce? Donc, c'est un défi que la CFI nous a lancé pour pouvoir nous accompagner. Je remercie donc notre ami Philippe, non seulement de nous avoir lancé le défi, de nous avoir accompagnés. La justice est un grand problème en Guinée. Nous avons fait les états généraux de la justice en 2011 pour voir ce qui ne va pas et faire des réformes. Évidemment, l'indépendance de la justice est contenue dans la Constitution.
Ça, c'est l'indépendance et la séparation des pouvoirs à l'égard de l'exécutif. Mais ce qui n'est pas contenu dans la Constitution, c'est l'indépendance de la justice à l'égard de l'argent. Malheureusement, ça, c'est pas tenu dans la Constitution. Et ce n'est pas que la justice soit indépendante à l'égard de la justice, il faudrait qu'il soit indépendant aussi à l'égard de l'argent. Lorsque nous avons critiqué, beaucoup de nos partenaires nous ont dit, mais comment veut-il que ces juges ne soient pas corrompus? Ils ont à peine 100 euros. Donc nous avons complètement séparé les juges des autres fonctionnaires et considérablement augmenté leur salaire. Nous avons créé le Conseil supérieur de la magistrature. Mais j'ai toujours un problème avec les juges. Le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne. Il y a des juges qui sont révoqués. Il y a des juges qui sont régradés, qui sont suspendus. Mais la population ne le sait pas. Comment voulez-vous que la population soit encouragée à porter plainte contre les juges quand ils ne savent pas? Mais quand je pose la question au ministre garde des Sceaux, oui, mais c'est le prestige des magistrats. Mais est-ce que les magistrats sont différents des professeurs d'université et des autres? Est-ce que les professeurs d'université ont moins de prestige à défendre que les magistrats? Alors, tant que les populations ne sauront pas qu'elles peuvent porter plainte contre un juge parce qu'il a mal jugé ou l'a triché, comment voulez-vous qu'ils soient encouragés à porter plainte? Donc, nous sommes toujours dans ce débat. Moi, j'estime que personne n'est au-dessus de la loi. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas de raison que lorsqu'un juge est révoqué, qu'on ne soit pas informé. Si les gens savent que les juges peuvent être révoqués, ils seront encouragés à chaque fois porter plainte. Les tribunaux, j'ai bien écouté notre président Lama, mais c'est bien de créer les tribunaux. Mais faudrait-il que les juges soient corrects et qu'ils rendent effectivement la justice? C'est-à-dire qu'ils soient indépendants de l'argent. Mais il ne suffit pas qu'ils rendent justice. Faudrait-il que l'action judiciaire soit appliquée? Or, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des hommes d'affaires qui portent plainte. Ils gagnent en première instance. Ils gagnent en appel. Ils gagnent à la Cour suprême. Mais la décision n'est pas exécutée. Est-ce que cela va encourager les gens à aller devant la justice? Je vous ai saisi de plusieurs cas. Et j'ai dit de saisir le président de la Cour suprême pour savoir pourquoi, lorsque la Cour suprême a statué, a donné raison à un homme d'affaires, pourquoi il ne rentre pas en possession des biens? C'est-à-dire pourquoi on n'oblige pas ces débiteurs à payer? Donc il y a non seulement la capacité des juges et leur volonté d'appliquer effectivement la loi et de juger en leur âme et conscience et non pas en fonction de l'argent, mais aussi que ces décisions judiciaires soient appliquées. Donc, nous venons de loin. Et je critique les banques, mais je connais aussi que les banques ont beaucoup de choses à nous reprocher. Mon cher Philippe Cosse a constaté ici, la banque poursuit un client, il va en justice, et la justice donne raison au client qui lui doit de l'argent. Alors comment voulez-vous que les banques soient encouragées à prêter de l'argent? Voilà une des tables. J'espère que la création du plan de commerce, ce sera les juges consulaires, donc ils seront représentés. J'espère qu'ils feront en sorte que les juges professionnels jugent en fonction de ce qui est réel, ce qui est vrai, et non pas en fonction des telle ou telle insuffisance. Il y a l'influence de l'argent, ça ne suffit pas. Il y a l'influence ethnique, il y a l'influence familiale. On va dire, ah, mais ton temps aussi, tel est de notre village, si tu le connais, voilà, ou bien une autre préfecture. Voilà donc l'environnement qui entoure les juges. Et seront-ils capables de se rendre indépendants de ces différents environnements qui les entourent pour dire le droit? Voilà, monsieur le ministre garde des Sceaux, le véritable challenge. C'est bien d'avoir de beaux bâtiments et tout ça, c'est bien d'avoir des juges en tour, etc., avec des choses comme si on était en Angleterre ou en France. Alors, nous espérons que le tribunal du commerce va effectivement favoriser le développement des activités économiques. Parce que ça peut rassurer les hommes d'affaires nationaux comme étrangers qui peuvent investir en Guinée et qui seront sécurisés et qu'en cas de conflit, la justice guinéenne sera capable de dire le droit. Donc, nous sommes, on vous regarde, on vous écoute, on vous regarde. Moi, je dis toujours que je suis comme Saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Maintenant, il y a le bâtiment. On va maintenant qui sera le contenu du bâtiment. Au regard de tous ces aspects, le chef de l'État a souhaité que les magistrats travaillent selon les règles de l'art et que ce tribunal permette d'améliorer le climat des affaires en Guinée.
Insertion socio-professionnelle, 200 jeunes étudiants vont bientôt bénéficier d'un nouveau programme de formation et d'accompagnement. Le projet est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a d'abord une phase préparatoire qui se passe à Kindia. Mamadi Terna Kamisoko. L'approche est innovante et pourrait donner de l'espoir à de nombreux jeunes étudiants en fin de cycle universitaire. Formés et accompagnés à la recherche d'emploi ou à la création d'entreprises, c'est sur ces deux concepts que le gouvernement compte bâtir l'ATIS, licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. 200 étudiants vont bénéficier du programme dont la mise en œuvre est confiée à 8 structures et institutions d'enseignement supérieur dont l'Université française de Lille. On va prévoir justement un partenariat avec les entreprises pour construire les contenus de formation et puis une alternance dans le cadre de stage. L'idée c'est qu'à l'issue du stage, la personne soit employée sur le lieu de l'entreprise. L'équipe vient de loin. Ils ont été sélectionnés à la suite d'une compétition. 73 sous-projets ont pris part. Donc ils ont été parmi les 15 qui ont été retenus. À Kindia, chercheurs et enseignants-chercheurs balisent le chemin avant le début de l'initiative en août prochain. En une semaine, tous les besoins et démarches méthodologiques du programme vont être identifiés. Même si notre pays regorge de ressources naturelles, s'il n'a pas ce pays de ressources humaines bien profilées, bien compétentes, en phase avec les technologies actuelles qui permettent économiquement de viabiliser ces ressources, nous aurons toujours à traîner notre retard économique. Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a compris et a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur qui l'a intégré au cœur de son dispositif stratégique. Une couche aujourd'hui frappée de plein fouet par le chômage et le sous-emploi. À lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, plusieurs acteurs concernés prennent part à une rencontre d'échange. Comment stopper les deux phénomènes? C'était la question à l'ordre du jour. Plusieurs propositions ont été faites. C'est ce que nous rapporte notre reporter Boubacar Ba. La lutte contre la corruption est devenue une priorité de nos jours en raison des problèmes internes et externes qu'elle engendre dans l'économie du pays où l'assiette fiscale est déjà très fragile. En plus des réformes engagées pour la sécurisation et la mobilisation des recettes, le gouvernement s'appuiera désormais sur la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières rattachée aux finances pour vulgariser les méthodes et procédures liées à la corruption, au blanchiment de capitaux et même sur le financement du terrorisme. Une cellule qui a ses filières tant à la Banque centrale qu'au niveau des institutions financières et judiciaires. Cette promotion vise à renforcer les capacités des institutions financières, notamment les compagnies d'assurance et les institutions de microfinance. Nous allons aussi continuer pour justement former les entreprises et professions non financières désignées, à savoir les avocats, les notaires, les salles de jeu, les sociétés de transport de fonds, les bureaux de change, les experts comptables, donc il y en a plusieurs. Pour le juriste guinéen, des efforts ont été réalisés au regard de la situation il y a quelques années. Cependant, il reste encore à faire. Que la Guinée a renforcé son arsenal juridique en la matière en adoptant la loi 059 du 26 octobre 2016 portant code pénal. Ça a renforcé parce que ça a pris en compte les 21 infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Il suffit simplement d'appliquer. Mais avant de l'appliquer, il faut procéder à la vulgarisation pour que les gens sachent que les infractions sous-jacentes à toute la pratique de financement du terrorisme, tout comme le blanchiment de capitaux, et que ça peut être réprimé toujours. Les débats se poursuivront pendant 3 jours pour éclairer les participants sur les zones d'ombre liées à la corruption et au blanchiment de capitaux qui nécessitent une grande pression des États sur les établissements financiers et un respect scrupuleux des lois et règlements y afférents. Santé animale, le dispositif technique est renforcé. La FAO offre à la Guinée des équipements d'autopsie et de conditionnement des prélèvements. L'idée, c'est de poser des diagnostics précis des cas de maladie dans les troupeaux pour éviter leur propagation. Daouda Tabansila.
Le don est composé de 9 congélateurs et réfrigérateurs solaires, de 100 glacières, de 6000 tubes secs de prélèvement, de 50 paquets de gants et autres. L'équipement est destiné au laboratoire vétérinaire de 9 préfectures de la Guinée. Pour l'USAID, le choix de ces localités constitue la première phase d'un processus qui doit couvrir l'ensemble du territoire national. Ce matériel est destiné essentiellement aux préfectures de l'Abe, d'Abola, Koubia, Kondara, Gawal, Kerouane, Leluma, Dalaba et Massanta. Ces activités de surveillance et de prélèvement d'échantillons seront réalisées en collaboration avec les services de santé humaine et ceux de l'environnement dans une approche une seule santé. Le programme de sécurité sanitaire mondiale qui a été prolongé jusqu'en 2023, ça va continuer la coopération entre les États-Unis et la Guinée. La collaboration est très bonne avec le gouvernement de la Guinée et j'aimerais juste dire que la durabilité de cette coopération dépendra bien sûr sur les ressources humaines et le budget qui est destiné pour le secteur vétérinaire en Guinée. Le ministre de l'élevage, très attentif aux questions sanitaires animales, rappelle la détermination du gouvernement et de la FAO à riposter contre les risques de maladies en Guinée. Et on a constaté qu'il y a des maladies qui peuvent être transmises des animaux à l'homme et inversement. On a mis en place un concept de One Health, une seule santé, qui regroupe beaucoup de départements ministériels appuyés par les partenaires techniques et financiers. Ce programme permet de faire face à des épidémies. En plus de ces laboratoires qui reçoivent ces matériels d'autopsie, de conservation et de conditionnement, le laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry est capable à ce jour de réaliser le diagnostic des zoonoses prioritaires en Guinée, comme la rage, la brucellose, la grippe aviaire et le charbon bactéridien. Une conférence débat ce jeudi. Alucene Makanera Kake était à la maison de la presse. Le sujet portait sur la constitution guinéenne. Bernard Tonguino, Bamba Camara. Plus qu'une conférence de presse, ce fut un véritable débat d'idées entre Alucene Makanera et la presse nationale. L'ancien ministre de la Communication s'exprime sur la nécessité de l'adoption d'une nouvelle constitution pour la Guinée. Une nouvelle loi fondamentale qui devrait résoudre plusieurs insuffisances, notamment les prérogatives limitées du Premier ministre actuel et le mode d'élection des députés. Premièrement, aujourd'hui, notre Premier ministre n'est pas chef de gouvernement. C'est écrit chef de gouvernement, mais il ne peut ni révoquer ni nommer. Donc il n'est pas chef de gouvernement. On peut consacrer des lois pour lui donner la plénitude de ses fonctions pour qu'il soit réellement chef de gouvernement. Deuxième aspect, c'est par rapport à la loi des finances. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'article 76 de notre Constitution, si la loi des finances n'est pas adoptée par l'Assemblée nationale, le président peut prendre un décret pour mettre en vigueur cette loi des finances. Lorsque vous prenez le mode de choix des députés, lorsque vous prenez une petite préfecture, comme Lola par exemple, où vous avez moins de 100 000, à l'uninominal, il fournit un seul député. Mais est-ce que réellement, on s'approche de l'idée que nous avons des députés? L'idée, la sagesse qui est derrière cet article qui dit que les députés représentent le peuple. Partant de ses propres analyses exposées devant les journalistes, le président du FND, Front National pour le Développement, soutient la nécessité de l'élaboration d'une nouvelle loi pour la Guinée. Dans l'élaboration démocratique d'une constitution, on commence d'abord par élire l'Assemblée constituante. C'est le peuple qui lui confère ce droit de rédiger une constitution. Lorsqu'elle est rédigée, cette constitution est soumise au même peuple pour l'adopter. Ni l'un ni l'autre cas n'a été respecté avec la constitution de 2010. Dans un débat à bâton rompu avec la presse, Makanera Kake n'a pas tari d'arguments pour justifier sa profonde conviction, celle de l'urgence nécessité d'élaborer
une nouvelle loi fondamentale pour le pays. Plus que 3 mois avant le coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte accueille la compétition. Le Sili de Guinée prendra part à cet événement. Un comité de soutien est mis en place. Sa première prise de contact, c'était cet après-midi au ministère des Sports. Abdoulaziz Baldé. Connu comme le 12e homme dans les stades, le supporter joue un grand rôle sur un terrain de football. Conscient de ce fait, le ministère des Sports met en place un comité de soutien au Sili national. Composé d'une vingtaine de membres, ces mordus de cuiron auront pour mission de mobiliser tous les Guinéens autour de l'écurie de Paul Put pour l'Égypte de 2019. Que nous sommes prêts à mobiliser toute la République de Guinée, à mobiliser toutes les structures du pays pour soutenir le Sili national que nous aimons tous. Nous savons que nous avons une très bonne équipe, comme l'a dit le ministre tout à l'heure. Nous avons de bonnes ressources au sein du Sili national. Elle a besoin de soutien et le comité national est là pour fédérer toutes les énergies positives vers le Sili afin que nous revenons avec la coupe. Nous les artistes et tous les artistes guinéens vont donner leur support à notre équipe nationale et parce que la Guinée, depuis des années passées, la Guinée était exemplaire sur beaucoup de plans. Qualifié de la belle manière, le Sili national de Guinée va à la conquête de son premier sacre continental. Pour y arriver, l'apport de tout un chacun est sollicité. Nous avons la mission qu'on nous a donnée par le chef de l'État de mobiliser la jeunesse guinéenne dans l'entente et l'harmonie. Donc cette année, nous allons en Égypte, pas pour se promener, mais c'est pour revenir avec la coupe et la remettre au président Alpha Condé. Ça c'est promis. Mais pour cela, le ministère seul ou la fédération, nous ne pouvons pas tout faire. Donc nous avons fait appel à d'autres ressources importantes qui vont s'associer au ministère et à la fédération pour encadrer et soutenir le Sili national de Guinée en Égypte 2019. À 90 jours du coup d'envoi de la CAN 2019, le compte à rebours est lancé et le comité national de soutien entend sillonner le maximum de préfectures pour rappeler la nécessité d'accompagner le tricolore national. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.